m'avais dit de prononcer. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très cool. T'en prie, merci à toi comme projet. J'essaie, moi je t'ai connu par le biais des lives avec Yoel et j'essaye de toucher un peu tout type de profil et je trouve que c'est très intéressant. J'essaie d'avoir à chaque fois des profils hybrides et toi comme tu fais t'as sorti ton jeu Stickers et t'es aussi ludicaire, je trouve que le profil était intéressant, donc je me suis dit ça peut être cool de t'inviter et surtout j'ai du mal aussi à avoir des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup. Tu as proposé à Anso aussi ? Non, pas encore, mais elle est dans ma liste. Du coup... Mais il n'y a pas beaucoup de femmes, malheureusement. Non, malheureusement, ouais. Après, c'est dans tout, parce que moi, je travaille dans l'audiovisuel. Je suis monteur depuis une quinzaine d'années. Je monte beaucoup de pubs et c'est vrai que aussi dans le monde de l'audiovisuel, il y a pas beaucoup de femmes. Donc, moi, ça m'a toujours étonné parce que bon, pour moi, les femmes peuvent créer autant que les hommes. Mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de femmes. Bon, du coup, si tu peux te présenter un peu rapidement. Ok. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, c'est Béa et je suis ludicaire et autrice à Nantes. Je tiens la boutique Terre de Jeux et je fais partie du réseau Temple du Jeu. On a une vingtaine de boutiques. Et du coup, la mienne, c'est une toute petite boutique Vert Pomme qui se trouve à Nantes. Cette année, j'ai sorti mon tout premier jeu. Alors, c'est un tout premier jeu de société. Je suis aussi autrice d'un jeu de rôle. Et mon jeu de société s'appelle Stickers et il a été édité par Toumanta. Que dire de plus sinon ? Ludicaire, c'est pas mon premier travail, comme vous pouvez vous en douter. J'ai pas mal de cordes à mon arc. Puisque mon tout premier métier, c'était assistante vétérinaire, puis ensuite ambulancière, ensuite institutrice. Et je suis donc ludicaire depuis 2020. Sinon, quoi d'autre ? Eh bien, j'adore la littérature, je lis énormément. Et je fais aussi du tir à l'arc à cheval. Ah oui. Voilà, j'ai mélangé deux disciplines. Et c'est pas très connu, mais c'est très très cool. Alors, je suis pas très très bonne, mais c'est très très cool. Déjà, moi, j'ai testé le tir à l'arc et déjà, sans cheval, c'est très chaud. Donc, j'imagine que le tir à l'arc avec le cheval, ça doit pas être facile. Ok, cool. Et du coup, en fait, que je comprenne bien, Terre de Jeux, en fait, c'est un conglomérat de plusieurs boutiques à Nantes ou dans la France entière ? Non, le Temple du Jeu, on a une vingtaine de boutiques et en gros, c'est pas une franchise. On a une vingtaine de boutiques réparties dans tout l'ouest de la France, puisqu'on va en avoir à Vannes, à Rennes, à Brest, jusqu'à Limoges, jusqu'à Poitiers. Et en gros, on est plutôt un groupe de boutiques sous le même... Alors, on porte pas tous le même nom, parce que moi, c'est Terre de Jeu. Il y a le Temple du Jeu, tu vas avoir la Guilde des joueurs, le Temple des joueurs. Et en gros, on va s'entraider entre nous, on va partager un site internet, on va partager une carte de fidélité, on va partager des commandes éventuellement pour éventuellement arriver à ce qu'on appelle des francos. Donc, c'est la limite pour pas payer de frais de port. On va aussi partager des navettes, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, moi j'ai un jeu qu'un client veut commander. Et si une boutique en a beaucoup, boutique partenaire, dans le réseau, je vais aller lui prendre à lui plutôt que de passer une commande au distributeur si je n'ai besoin que d'un seul, par exemple. Ok, donc ça permet, du coup d'avoir un réseau, on va dire même commercialement viable, pour avoir le minimum de pertes et être assez efficace dans le partage. C'est ça, c'est une sécurité dans le sens où si une boutique a trop de stock, elle va pouvoir éventuellement le donner pas le donner bien sûr, mais enfin voilà, en gros, on peut se diviser nos stocks, on peut passer des commandes ensemble, on peut se donner des tips aussi, par exemple, si moi il y a une info que j'ai, je peux la partager sur notre réseau social du groupe, enfin voilà. Ok, très donc cool. quelque part, c'est une... C'est très cool, c'est vrai que parce que moi je me suis un peu renseigné, ouvrir une boutique aujourd'hui, c'est je pense assez compliqué, surtout que on est dans une société, on va pas se mentir, qu'on commande de plus en plus sur internet, on se déplace de moins en moins en boutique, que ça soit les librairies, en boutique spécialisée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ouvrir une boutique c'est compliqué, et d'avoir ce groupement, je pense que
on va dire que ça peut aider, que ça peut être un socle entre... Je dis pas que c'est ce qui peut sauver. On le voit, hein, c'est de plus en plus compliqué. Je parle pas au sein du réseau, je parle de manière générale, hein, tu viens de le résumer. Mais oui, ça peut apporter une certaine sécurité, ça c'est sûr. Et du coup, toi, la boutique, c'est ta boutique ou t'es employé par la boutique? Alors, moi, non, je suis pas associée. C'est ma boutique, j'en suis responsable, mais je suis salariée. Et du coup, pour revenir un peu sur tes anciens métiers, et toi, du coup, comment t'es arrivé dans le jeu de société pour devenir ludicaire? Parce que passer d'institutrice à ludicaire, on va dire, il y a quand même un gros gap, même s'il y a ce côté humain qui est quand même assez proche entre... La pédagogie, en fait, la passation oui, voilà. de règles. Oui, il y a ce côté pédagogique qui est quand même... qui est quand même présent dans les deux métiers. Après, moi, je connais beaucoup le métier d'institutrice parce que ma sœur est aussi institutrice. Et je pense, après, dis-moi si je me trompe, que c'est sûrement moins... je sais pas comment dire, moins prise de tête, moins intense en termes de... parce que l'éducation nationale, on va dire, c'est vraiment... c'est compliqué aujourd'hui. Après, je dis pas qu'être ludicaire, c'est plus... Tu as dit quoi, pardon? Le travail n'est pas du tout le même. Il y a ce côté pédagogique dans l'explication des règles, mais c'est la seule chose qui va ressembler, en fait. Non, mais alors moi, je joue depuis très jeune. Mes parents étaient très joueurs. On passait des heures à jouer ensemble le soir parce qu'on partait en camping-car. On vivait pas mal de temps dans l'année en camping-car. Et du coup, il n'y avait pas de télé à cette époque-là dans les camping-cars. Donc, du coup, on jouait. Et je pense que ça vient de là. Dans la vingtaine, je me suis remise aux jeux de société. Je jouais beaucoup avec mes amis. Et après, avec donc ma famille, du coup, ma famille à moi, avec mon mari et mes enfants, on a énormément joué. Et je suis retombée là-dedans, en fait, dans ce jeu de société moderne, grâce à eux. Et un jour, j'ai eu la chance, j'allais à la boutique du Temple du Jeu, et je discute avec un des patrons qui m'explique qu'il recherche activement des saisonniers pour assurer la saison de Noël. Et du coup, je leur dis, ok, moi, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui me plairait d'essayer. À ce moment-là, je suis suppléante, je suis pas institutrice en soi, c'est-à-dire que je veux de poste en poste. Et pour l'instant, je n'ai pas de poste prévu au mois de novembre et décembre. Donc, je leur dis, écoutez, je me mets en dispo et comme ça, je peux m'assurer d'être disponible à ce moment-là. Et je passe le meilleur hiver de ma vie. Mais vraiment, c'était incroyable. Ça doit être mon métier, quoi. C'est ça. Et je me suis rendu compte, en fait, on a le Temple du Jeu de Nantes a 2 chalets de Noël sur le marché de Noël pendant 6 semaines. On est sur un chalet et on vend des jeux sur le marché, quoi. C'est un monde complètement à part. Déjà, le boulot, le travail de ludicaire en soi, c'est un truc, c'est un corps à part, un corps de métier à part. Et en plus, sur ce chalet-là, c'est vraiment un microcosme et tout ça. J'ai découvert une équipe incroyable. J'ai découvert un travail que j'ai adoré et pour lequel j'étais contente de me lever le matin. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, oui, j'aimais le travail d'institutrice, mais j'étais contente de rentrer chez moi le soir. Alors que là, j'avais envie de rester et je restais pour aider alors que j'avais fini mes heures, quoi. C'est très important. Donc, du coup, tu te sens, c'est gratifiant pour toi. Ça te permet d'avoir une stabilité, on va dire mentale. Quand tu vas travailler avec plaisir, c'est quand même très, très important, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, j'ai envoyé ma candidature et ça a matché. Je pense que mon profil a plu. La saison que j'avais fait a prouvé que j'avais un profil qui pouvait correspondre à ce qu'ils recherchaient. Et donc, ils m'ont embauché derrière. Et donc ça, c'était l'hiver 2019. Et j'ai attaqué en février 2020, quoi. D'accord. Juste après c'était après le Covid ou avant, je sais plus. Mais 3 semaines et puis après Covid. Ah. J'étais pas hyper rassurée, hein. J'avoue que je me suis dit, voilà, je vais perdre mon travail, mais non. Voilà. Ça a tenu. Ok. Et du coup, pour reparler un peu du métier ludicaire, comment ça se passe, on va dire, le conseil de jeu? Parce que comme je disais, pour moi, entre guillemets, l'important d'une boutique spécialisée, c'est d'avoir une plus-value, par exemple, par rapport à un site internet. Parce que aujourd'hui, on peut trouver les mêmes jeux sur internet et en boutique. Et souvent, en boutique, ils sont, on va dire, à peu près 10% plus cher. Mais s'il y a la plus-value, je trouve que c'est normal. Donc, comment toi, tu apportes cette plus-value en boutique?
J'ai une connaissance très pointue du monde du jeu de société, je pense, et sans trop vouloir me jeter de fleurs. C'est simplement, en fait, et tous les ludicaires vous le diront, c'est le conseil. Oui, On c'est s'y sûr. connaît. C'est-à-dire qu'on a un questionnement qui va cerner. Alors, il y a deux types de clients de toute façon. Il y a celui qui sait ce qu'il veut. Et donc, du coup, on va lui donner le jeu qui l'intéresse, on va discuter avec lui, on va créer du lien. En fait, et petit à petit, on va pouvoir découvrir ce qu'il aime à force de... Voilà. Et il y a la personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Alors, ça peut être un joueur qui rentre et qui n'a pas d'idée, il veut juste se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Ou alors quelqu'un qui rentre et qui est là et en fait ne se rendait pas compte de la richesse de l'univers ludique. Et du coup, il y a tout un questionnement. L'idée, c'est la première fois que je suis rentrée, que j'ai fait mon après-midi d'essai en fait au Temple du Jeu. On m'a dit ce qui est important, c'est pas que tu vendes un jeu. Ce qui est important, c'est quand le client parte, il ait un sourire sur le visage et tu connaisses un peu ses goûts. Donc en gros, ce qui est important, c'est de parler avec quelqu'un. C'est de créer du lien. C'est de lui faire comprendre que, en fait, s'il vient à la boutique, il va parler à quelqu'un qui s'y connaît, qui va pouvoir répondre à ses questions, l'aiguiller, lui proposer quelque chose auquel il ne s'attendait pas peut-être. Et c'est ça qui fait la différence en fait. Tu parlais des 10% un peu plus cher. Les boutiques ont un système de fidélité. Nous, par exemple, je peux pas parler pour les autres boutiques, mais nous, par exemple, quand un client vient au Temple du Jeu, il a une carte de fidélité et en fait, on lui met 10% de la somme qu'il vient de dépenser sur une case. Et au bout de 9 cases, on accumule toutes ces sommes et ça fait un bon d'achat. C'est pas limité dans le temps, c'est pas nominatif et elle est valable dans toutes les boutiques du réseau. Ce qui fait que du coup, oui, on est peut-être 10% plus cher, mais on apporte le lien, on apporte le conseil et mine de rien, ces 10%, ils sont reportés sur une carte fidélité qui fait un bon d'achat à la fin, quoi. Oui, donc mine de rien, si on est, on va dire, fidèle à une boutique, on s'y retrouve, on va dire, pour parler que du côté financier. Mais c'est vrai que pour moi, entre guillemets, les boutiques, moi je sais que même à chaque fois que je rentre dans une boutique, j'aime bien déjà le conseil, même si souvent je fais partie des joueurs quand je rentre dans une boutique, je sais déjà le jeu que je veux parce que je l'ai déjà chiné, j'ai déjà regardé. Même si tu sais le jeu que tu veux, j'imagine, je ne connais pas, j'imagine que tu es toujours content d'avoir le retour éventuellement du vendeur, savoir ce qu'il en a pensé, s'il y a joué. Oui, c'est sûr. Et puis souvent, mon vendeur me connaît et je repars souvent avec le jeu que je veux et les deux autres que je ne voulais pas forcément, mais qui sont de très bons conseils. Voilà. Et du coup, parce que je sais que par exemple, il y a de plus en plus de jeux qui sortent aujourd'hui. Comment le choix des titres, j'imagine, avec de la veille, mais comment vous partagez, est-ce que vous pouvez pas aujourd'hui prendre tous les titres? J'imagine que c'est impossible ou très compliqué, surtout que des stocks, c'est de l'argent bloqué. Donc comment vous procédez, vous déjà tu m'as parlé un peu du réseau, on va dire de toutes les boutiques. Comment vous procédez pour avoir des stocks viables? Alors, c'est une des parties les plus compliquées du travail, je te le cache pas. Alors déjà, il faut savoir qu'au Temple du Jeu de Nantes, on met un point d'honneur à essayer d'avoir au moins une ref de chaque jeu. Surtout sur toutes les sorties. Je dis pas qu'on y arrive, forcément, parce que des fois, on passe à côté. Parce que des fois, c'est des tout petits distributeurs avec lesquels on ne travaille pas. Mais sur les gros distributeurs, on essaye de toujours avoir au moins une ref de chaque jeu sorti. Je sais que ça peut paraître impressionnant, c'est la politique. Comme ça, les personnes peuvent venir les chercher en boutique ou les commander sur notre site internet. Mais en soi, c'est de la sélection. Moi, par exemple, si je rapproche à Terre de Jeu, pour le coup, Terre de Jeu, c'est vraiment une toute petite boutique. J'ai une toute petite réserve. Et là, ça va être la veille ludique, les tests que j'ai pu faire parce que certains éditeurs envoient des animateurs pour nous présenter les jeux, parce qu'on est allé en salon aussi, parce que j'ai pu les tester par d'autres biais. Mais c'est cette veille ludique qui fait la différence entre qu'est-ce que moi j'ai apprécié et ce que moi j'ai envie de mettre en avant, qu'est-ce qui peut plaire à mon public qui vient à ma boutique, qu'est-ce qui va marcher parce que t'as un thème qui fait que c'est tel auteur ou tel éditeur, ce genre de choses, quoi.
Et du coup, parce que moi, j'y suis quand même pas mal quelques matinales que vous avez fait avec Yoel. Est-ce que, par exemple, déjà de faire ça a une retombée sur les ventes ou sur les visites à la boutique, ou non, ça n'a pas eu de retombée plus que ça? Alors, si les retombées, on les voit dans le sens où les gens sont adorables et viennent nous voir pour nous remercier de faire ça. Beaucoup de ludicaires nous remercient de le faire parce que ça fait une veille qu'ils ont entre guillemets pas à faire. Parce que ça, c'est un boulot qui est très chronophage et c'est un boulot passion. Donc, on a tendance à se laisser déborder et par exemple, on va jouer chez nous ou on n'a pas forcément le temps de faire cette veille-là. Donc, les ludicaires qu'on nous remercie, j'imagine. Enfin, en tout cas, ceux qui viennent nous voir pour nous remercier, c'est surtout à ça qu'on les voit. Et d'ailleurs, merci à vous qui venez parce que c'est vraiment trop mignon. C'est vraiment trop gentil et ça valorise ce travail qu'on fait tous les trois. Et ensuite, les retombées financières, bien sûr, va y en avoir un peu dans le sens où la personne qui nous suit, elle va venir et elle va peut-être acheter un jeu. Mais au final, c'est pas ça le plus important. Oui, le plus important, c'est tout l'échange qu'on a en fait. Oui, parce que, en tout cas, moi, quand je vous écoute, je sens quand même, au-delà, que c'est vraiment, vous êtes passionné, vous aimez vraiment faire ça, ça vous fait kiffer, autre que l'argent, le temps, c'est vraiment, vous prenez du plaisir. Et c'est, en tout cas, c'est ce que je ressens même quand j'ai parlé à Yoel, quand j'ai parlé, quand je te parle, et quand j'écoute les matinales, je sens que, au-delà du travail, vous prenez, une heure, vous prenez du plaisir. Ah oui, moi vraiment, hein, c'est alors au-delà du fait que j'adore cette veille ludique, j'adore jouer et tout ça, Anso et Yo, c'est des amis quoi. Oui, ce qui fait la diff aussi quoi. C'est qu'on rigole ensemble et c'est cool. Et du coup, si aujourd'hui il y a des personnes qui aimeraient ouvrir des boutiques, quelles sont pour toi les erreurs à surtout pas faire quand on ouvre une boutique, ou en tout cas que tu penses qu'il faut faire attention quand on ouvre une boutique? Alors pour le coup, je ne peux absolument pas répondre à cette question, tout simplement parce que je n'ai pas ouvert de boutique. C'est-à-dire que Terre de Jeu, en fait, elle était déjà ouverte depuis 5 ans quand j'y suis arrivée. Oui, du coup, elle a déjà son socle. Elle avait déjà son socle, elle avait déjà sa clientèle. J'ai juste une légère remise en avant sur les réseaux. J'ai refait un peu la déco, mais voilà. Pour cette question, Anso a ouvert sa boutique il y a 1 an maintenant, et je pense que si un jour tu l'interviews, ce sera elle qui sera le plus apte à répondre à ça. Ok, très bien. Du coup, maintenant, on va parler un peu de ta deuxième casquette, qui a été un peu celle d'autrice. Et du coup, un peu comment ça s'est passé, un peu le fait de créer, de game design un peu le sticker. Si tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, combien de temps t'as mis dessus, un peu le processus. Alors, du coup, moi, je crée des jeux depuis. C'était pas le premier jeu que je créais. Donc, je t'ai dit, il y a quelques années de ça, j'ai édité un jeu de rôle. Et là, donc cette amie avec qui j'avais fait ce jeu de rôle, qui est illustratrice, me dit un jour, on était en tea time, j'aimerais bien illustrer un jeu où il y aurait des créatures mythologiques. Ok, on en parle comme ça. Je suis écoute, pourquoi pas, on peut y réfléchir. Je rentre chez moi et dans ma voiture, ça cogite. En 20 minutes, le temps du retour, j'ai la mécanique qui me vient dans la tête. Et donc la mécanique de base, c'était on va collectionner des créatures mythologiques et à son tour de jeu, soit on échange 2 cartes de la rivière, soit on va pouvoir poser des créatures mythologiques devant nous autant qu'on veut, mais que de la même famille. Et le nombre qu'on va poser va déclencher un effet. Donc, la mécanique de base de Stickers en fait. Alors je rentre chez moi, je le crée parce que du coup il faut le créer physiquement. Donc je prends des créatures mythologiques au hasard, je crée des sorts. Je le fais playtester 3-4 fois à ma famille et à mes amis. Et après, je le mets dans un tiroir et j'y pense plus pendant quasiment 1 an et demi. C'était le temps Covid, parce que pendant ce temps-là, je crée un autre jeu qui n'a jamais abouti, mais dans lequel je m'investis à fond. Voyant que ça n'aboutit pas sur ce projet-là, je le ressors des cartons et je me dis « Ah, ça pourrait être chouette de faire ça », je le retravaille, blablabla. Et une amie me sort, qui était un style du coup, me sort « Tiens, on pourrait changer le thème et en faire avec on pourrait collectionner des stickers, des tampons comme les enfants, on collectionne les tampons, quoi. »
Je change la thématique du coup et ça devient stickers, ça s'appelait tout de suite stickers. Et du coup, j'améliore la mécanique, j'équilibre au niveau du nombre de cartes par famille, ce genre de choses, je les ai fait. Et au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, ça s'appelle stickers, on collectionne les stickers, mais on sticker rien. Ça pourrait être chouette de sticker autre chose. Et qu'est-ce qu'on pourrait sticker ? On pourrait sticker des nouveaux effets et de la déco. Il faut savoir qu'à la base, j'aime pas du tout les jeux à campagne les Legacy. C'est pas, ou évolutif, c'est vraiment pas mon délire. Et du coup, je crée ces boosters-là qui rajoutent des effets. Et à la base, le gagnant de la partie pouvait coller un nouvel effet et les autres pouvaient coller des stickers cosmétiques. Et je suis invitée à un festival à Saint-Afrique, donc dans un super village, un super festival, mais vraiment paumé. J'y vais. Et il se trouve que un des Toumanta, il venait avec sa famille. Je lui fais tester stickers et je le fais tester à Alexis Allard. Et Alexis Allard m'explique que le jeu est bien, mais que par contre, il faut que je retravaille le côté évolutif et il me donne des pistes. Et en partant, donc c'était Vincent de Toumanta me dit représente-le-moi à Cannes. Donc entre ce festival qui avait lieu fin octobre et Cannes, je travaille complètement le côté évolutif. J'arrive à Cannes, je représente à 2-3 éditeurs. Ils repartent tous avec, mais c'est Toumanta qui m'appelle en premier et j'avais eu un très bon feeling avec lui. Ça s'était super bien passé et donc je dis oui. Et ensuite, à partir du moment où il est signé, donc ça on le signe à l'Alchimie. Alchimie, on est en 24, donc Alchimie 2022, je le signe. Et puis là après c'est parti, c'est un an de développement avec les gars et c'est un an de pur plaisir parce que ils sont tout petits, ils sont que 2, mais du coup ils sont ouverts à mes idées, on travaille ensemble. Enfin, c'était une super aventure avec eux quoi. Et maintenant Stickers, il est ce qu'il est en grande partie, grâce à eux et à Olivier quoi. Ok, c'est sûr qu'en tout cas moi je l'ai jamais testé parce que ça va être très drôle ce podcast. On va faire un battle de battle de grippe. Du coup, moi je l'ai jamais testé, mais c'est vrai que parce que j'ai pas forcément le public chez moi. Mon fils a 4 ans. Je pense que c'est encore un peu limite pour même si il me. Après, ce qui fait la force de Stickers, c'est que oui, c'est un jeu que tu peux tout à fait jouer en famille avec tes enfants, mais c'est un jeu que tu peux jouer aussi entre potes. Moi, j'ai énormément de gens de retour, de gens qui jouent entre adultes sans enfants. Comme esthétiquement, il est dans la gamme des Unstable Games. En fait, ça marche très bien. Et vraiment, mécaniquement, ce n'est pas... Alors oui, c'est un jeu familial parce qu'on le rentre dans cette catégorie. Il n'est pas très dur. Mais c'est un jeu qui, lorsqu'il est tout stické, va prendre énormément de richesse, va prendre énormément de profondeur et va rapporter beaucoup de dilemmes. Donc même pour des gens joueurs, il est intéressant en fait. Et t'as pas besoin d'être avec des enfants pour y jouer. J'ai des amis, ils l'ont fait en couple. Et ça a très très bien marché. Donc quand t'arrives, on va dire, quand t'as mis tous les stickers, s'ils rajoutent de la profondeur et je vais pas dire ils montent d'un niveau, mais tu t'amuses aussi en autre que familial. Après il y a des jeux familiales où tu t'amuses aussi. Moi je sais que j'aime bien. Je suis un fan de jeux d'enfants donc. Alors on peut pas le catégoriser, mais on part sur un jeu familial et on arrive sur un familial plus quand même. Hein. C'est pas, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est tout stické, tu peux le présenter à des gens qui jouent pas beaucoup, mais ils vont avoir plus de difficultés quoi. D'accord. Parce que il y a quand même beaucoup d'effets, l'importance dans lequel tu vas jouer tes cartes va avoir l'ordre dans lequel tu vas jouer tes cartes va avoir une importance, voilà. Ok. Et du coup, c'est toujours la même illustratrice avec qui t'as eu cette discussion qui finalement a illustré le jeu? Non, c'est Olivier Derouetto qui a illustré et c'est les garçons qui l'ont choisi et ils ont très très bien choisi. C'est vrai que le côté... pour le coup, c'est vrai que illustration, le jeu est très très beau. Ce côté un peu kawaii, je trouve ça vraiment très... je trouve très beau. Et puis même quand on déplie la boîte, parce que pour le coup, j'ai vu, on déplie la boîte, je trouve qu'il y a quand même cet effet waouh qui est... en tout cas, qui est bien édité. Alors pour le coup, tout ce qui est design de la boîte, c'est les gars qui sont derrière, quoi. C'est eux qui ont pensé à ce plateau dépliant et tout ça. Ok. Et du coup...
je pense que tu as pris du plaisir à sortir ton premier jeu. Et as-tu déjà d'autres protos, travailles-tu sur d'autres protos et as-tu, j'imagine, l'envie du coup sortir d'autres jeux, ou c'était juste une expérience comme ça et tu te dis bon bah je l'ai fait maintenant Eh ben, je sais pas, figure-toi. C'est-à-dire que d'un côté, oui, j'ai d'autres protos, bien sûr, mais d'un autre côté, cette année, je me suis vraiment concentrée sur Stickers. Là, je sors de Noël, qui est une période qui est assez épuisante. J'ai du mal à créer quand je suis pas reposée, en fait. Il faut que j'ai une part de mon esprit qui soit libre pour pouvoir créer. Et pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça va revenir. Ok. Je me connais. Oui, du coup, faut que t'aies après, entre guillemets, J'ai un déclic. Oui, il faut que j'ai un déclic. Stickers, tu l'as créé, en tout cas la mécanique de base, tu l'as créé quand tu as eu le déclic en 20 minutes. Bon, même si après, il y a eu tout le développement qui va avec, mais la mécanique a été créée en 20 minutes. Donc, faut que tu aies 20 minutes de repos, puis normalement, c'est bon. Si seulement c'était aussi simple. C'est sûr. Et du coup, toi, t'as appris, t'as lu des livres, tu t'es renseigné sur le game design, ou non, c'est à force de jouer plein de mécaniques qui a fait que t'en es arrivé? C'est à force de jouer. Okay. C'est à force de jouer. Je pense qu'il y a deux teams de game designers. T'as ceux qui font beaucoup avec des tableaux Excel, des calculs, des pourcentages. Ça marche très bien. Moi, pas du tout. Moi, je suis une quiche en calcul, donc ça marche pas. Moi, j'ai besoin de tester, retester pour voir qu'est-ce qui marche pas. Est-ce que cette carte, elle est bien? Est-ce qu'elle est bien équilibrée? Tout ça. Et du coup, créer un jeu, ça demande un temps considérable. Enfin, en tout cas, à moi, personnellement. Parce que oui, l'idée, elle est là en 20 minutes. Mais après, tu as tout le développement derrière. C'est vraiment un investissement de créer un jeu. Et là où je te dis, je sais pas, c'est que mon travail me prend 45 heures par semaine. Derrière, créer un jeu, c'est autant de temps, peut-être, bon, moins, mais c'est un investissement en termes de temps que là, actuellement, je sais pas si je l'ai. Et derrière, tu as toute la recherche d'éditeurs. Oui, aussi. Le nombre de fois il faut le tester. Moi, je te garantis que ma famille en a eu marre de jouer à Stickers. Je leur faisais jouer 2-3 fois par soir, quoi, pour pouvoir présenter quelque chose qui avait un intérêt, tu vois. Oui, et du coup, au bout d'un moment, ils jouaient... ça devenait presque un travail pour eux aussi, quoi. Alors, j'espère qu'ils en sont pas arrivés à penser ça, mais voilà. Donc... Non, mais c'est vrai que en tout cas le développement d'un jeu, moi je sais que j'ai eu une idée, on va dire, qui me semblait fonctionner, et après tout le côté développement, l'idée est là, mais pour trouver l'équilibre, des fois je me dis j'y arriverai jamais. C'est du temps, des tests. De toute façon, c'est pour ça que le métier de game designer existe, c'est que tu peux être auteur, mais que c'est... tu peux être auteur, tu peux être game designer, mais il y a des fois, même en tant qu'auteur, tu dois laisser ton jeu à des gens qui ont un point de vue plus critique que toi. Oui, c'est pour ça que par exemple, c'est pour ça que tu as des maisons d'édition, c'est pour ça que tu as des festivals où tu as des protos qui sont présentés au public aussi. Parce que c'est pas parce que tu présentes ton jeu à ta famille ou à tes amis que tu auras forcément des retours constructeurs. Moi, ce que je conseille souvent à des gens qui viennent me voir en boutique et qui me demandent comment ils peuvent avancer, par exemple, aller dans un groupement d'auteurs de jeux. Dans les grandes villes, tu as des auteurs de jeux qui ont déjà édité des jeux et qui ont plus d'expérience peut-être que toi, que moi en game design. Et du coup, tu les fais jouer à leur jeu, tu prends leur retour et eux, ils sont là pour être critiques. Ils sont pas là pour te dire c'est bien. Alors attention, critique dans la bienveillance, j'entends. Mais ils sont là pour pointer ce qui ne peut ne pas aller dans le jeu. Oui, c'est un peu... ça t'arrête énormément. C'est un peu comme moi qui travaille dans l'audiovisuel, pour on va dire les scénaristes, il y a des scénaristes, ils écrivent un peu leurs scénarios et ils les font repasser dans à d'autres scénaristes, dans des groupements où ils restent une semaine et demie, et c'est que on réécrit,
on critique, que des critiques constructives, mais on essaye pour faire avancer, on va dire, faire avancer l'exercice. Et je sais pas d'ailleurs si ça existe des on va dire des lieux où on peut aller en tant qu'auteur une semaine et demie, 2 semaines, se poser rien que pour travailler, mais dans une ambiance avec peut-être d'autres auteurs, avec des salles avec plein de jeux. Peut-être Martin, le Joe Chalet, c'est peut-être un peu ça, je sais pas, mais je sais pas s'il y a des... Non, c'est pas forcément ça, Martin. Alors oui, en fait, ce qui se passe généralement, c'est ce qu'on fait, on appelle ça... alors, je suis pas au courant bien sûr de tout ce qui peut se proposer comme format, mais moi, je sais que par exemple, je fais pas mal, j'ai fait j'exagère quand je dis j'ai fait pas mal, j'ai fait quelques week-ends d'auteurs. Les week-ends d'auteurs, c'est quand effectivement tu te retrouves entre auteurs de jeux et que là, tu fais tester tes protos aux autres, tu testes ceux des autres et du coup, là, tu as des retours et de la construction. Mais ça, oui, ça se fait. Après, c'est pas forcément sur une semaine parce que il y a très peu d'auteurs en France, d'auteuristes qui vivent de ça en fait. Et donc on a souvent beaucoup ont des travails à côté quoi. C'est sûr que j'en connais, j'en connais pas beaucoup qui vivent essentiellement que de ça. Il y en a quelques-uns, mais il y en a... Tu dois en avoir alors je me trompe peut-être, mais il me semble que tu dois en avoir une dizaine en France qui arrivent à en vivre. Déjà, je sais, je crois, il y a... quand on regarde les sorties, par exemple, Théo, je pense qu'il vit que de ça. Mais Théo, il vit pas en France. En France, effectivement. Théo arrive à en vivre, Bruno Catala, forcément, Antoine Boza, Ludovic Maublanc, Romary Gallonnier. Tu vas avoir aussi en auteur qui maintenant arrive à en vivre Grégory Grard. Thomas Favrelière aussi, maintenant il a pris le risque aussi. Voilà, là c'est ceux que je peux te citer comme ça, mais après je te dis je les connais pas tous. Oui, après on va dire déjà tous ceux que tu me cites, je suis à peine étonné, c'est déjà ceux qui sont déjà bien en place et qui ont déjà pas mal de titres de sortie quoi. C'est ça. Ok, bon cool. Du coup on va passer à la deuxième partie qui est un peu le premier lancé, qui sont des questions plus sur des jeux de société, des titres de jeux de société. Premier lancé. Oui, c'est son premier lancé. Donc du coup toi quel est ton premier lancé, on va dire, le jeu de société ou les jeux de société qui t'ont fait revenir ou venir dans cette passion du jeu de société? Ouais, alors moi celui qu'on fait venir c'était avec mes parents, donc comme je disais dans Camping Car, c'était le Cluedo et le Rumicube et les Mystères de Pékin. Donc tu vois, très classique quoi. D'accord. Et les jeux qui m'ont fait revenir du coup c'était le Donjon de Nullbuck, le jeu de société du Donjon de Nullbuck qu'on faisait, c'était des après-midi entières de marade pas possible, voilà, c'était trop bien. Et c'est Pandémique et Andorre. Ok, donc t'aimes bien les jeux coopératifs si je... Et oui, pendant très 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 longtemps, je n'ai juré que par les jeux coopératifs et c'est Splendor qui m'a mis aux jeux compétitifs parce que c'est pas que je n'aime pas, j'ai du mal à jouer aux jeux. Alors j'ai 2 catégories de jeux que je n'apprécie pas spécialement. C'est tout ce qui va être jeu de conquête. J'aime pas qu'on m'attaque, j'aime pas qu'on s'en prenne à moi. Et les jeux de bluff, parce que on lit en moi comme dans un livre ouvert. Et du coup, Splendor m'a montré un style de jeu où c'était chacun pour soi, mais on faisait son boui-boui dans son coin. Il n'y a pas forcément d'interaction dans Splendor, on peut pas s'embêter. Et donc, du coup, ça m'a montré que je pouvais faire mon boui-boui dans mon coin et gagner toute seule. Oui, sans vraiment attaquer l'autre. C'est ça. Et du coup, ma catégorie jeu préférée, c'est devenu les Eurogames, parce que on fait son boui-boui dans son coin et personne vient m'embêter. Ouais. J'aime beaucoup les Eurogames aussi. et du coup, et as-tu des jeux qui ont une importance, on va dire, pour toi dans ta passion, ou des jeux dans ta ludothèque qui ont une importance particulière? Ouais. Donc Pandémique. Pandémique, j'y reviens toujours, même 10 ans après.
parce que c'est le jeu qui m'a fait revenir dedans, parce que c'est le premier vrai jeu de plateau auquel j'ai pu faire jouer mes parents. Et donc, du coup, ils sont devenus fans de Pandémique, donc ils ressortent très souvent lors des repas de famille et tout ça. Le deuxième, c'est Welcome to Your Perfect Home. Parce que c'est le premier roll and ride que je testais, ça m'a fait tomber amoureuse de cette catégorie. Et parce que, mon mari étant ambulancier, quand il y a eu le Covid, donc moi j'étais enfermée à la maison. Lui, il était ambulancier, il était sur le front. On n'avait pas d'enfants à la maison parce qu'on voulait pas prendre de risques. Donc on a été séparés pendant 2-3 mois des enfants. Et du coup, c'était le jeu qu'on faisait ensemble le soir en visio. Donc je leur avais envoyé la fiche et puis en fait on faisait ça ensemble. C'était le moyen de nous retrouver tous les 4 quoi. Voilà. Je pense que c'est à tous les 4 notre jeu de cœur. C'est pareil, c'est comme Pandémique, il ressort très souvent. Et là avec la Big Box qui est ressortie là, la Collector, qui est ressortie l'hiver dernier, il est ressorti cet été. C'était notre jeu de l'été pour tester les petites extensions et tout ça. Donc c'est de Benoît Turpin, Alexia Lard pour les modes solo et c'est chez Blue Cocker. Et c'est illustré par, je suis désolée, je sais plus le nom d'illustrateur. Anne Hensik. Et du coup, y a-t-il un jeu, même si c'est pas forcément le meilleur jeu, qui est dans ta ludothèque et du coup que tu te débarrasseras jamais parce que il a une importance ou parce que juste il a une histoire Si t'enlèves ces deux-là, du coup forcément je m'en séparerai pas. Dice Forge parce que c'est le jeu auquel on joue le plus avec les enfants. Parce que c'est le jeu qu'on a poncé, voilà. Il est vraiment... C'est vrai que c'est en plus ce qui est bien, c'est qu'il est simple, il est quand même assez rapide. Et... Tu peux le présenter à tout le monde, il a une mécanique hyper originale, il est beau. Oui, bien sûr, il y a de l'aléatoire, il y a du dé. Je conçois totalement qu'il ne plaise pas. Mais pour des gens qui ne jouent pas, il est incroyable. Et si on n'est pas des joueurs rebutés par les aléas du dé, en fait, il fait exactement ce qu'on lui demande de faire. On passe tous un bon moment. Oui, ce qui est le plus important quand même pour un jeu. Donc maintenant, peux-tu nous présenter les jeux que tu sors le plus en ce moment ? Bon, bien sûr, comme d'habitude, parfois j'oublie des questions et là j'ai oublié de lui poser cette question. Donc elle me l'a dit par mail. Son jeu qu'elle sort le plus en ce moment, c'est The Gang. The Gang qu'on ne présente plus, bien sûr, qui est un jeu de poker collaboratif qui est très addictif. Je ne cache pas que il me hypait pas plus que ça quand j'avais vu les reviews, les choses comme ça. Et après le podcast que j'ai enregistré avec Yoel, qui me l'a survendu, j'ai dit bon, je vais le tester. Je l'ai testé une fois en Asos, j'ai trouvé ça ok, mais sans plus. Je lui ai donné une deuxième chance et on me l'a offert à Noël. Et du coup, j'y ai joué avec ma famille, j'y ai joué avec des amis. Et plus je joue, plus je trouve ça vraiment cool et addictif. Et c'est vraiment un très 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 bon jeu pour moi. Et qui a ses grandes chances pour l'As d'or de cette année. Elle sort du coup, comme moi et comme beaucoup je pense, en ce moment, The Gang, car c'est très rapide d'enchaîner les parties, ça va super vite, et il est très facile à sortir, on peut jouer avec tout le monde. J'ai joué avec des joueurs, j'ai joué avec des non-joueurs, c'est vraiment l'essence même pour moi d'un jeu, c'est de passer des bons moments et que tout le monde autour de la table puisse s'amuser. Donc pour moi, c'est un jeu et un pari réussi de la part de Cosmos et de Yellow. Le deuxième jeu du coup qu'elle sort le plus en ce moment, c'est Pandemic Legacy saison 0, qui est aussi très très bon et que je n'ai pas fait. Moi j'ai fait la saison 1 ou 2, je m'en rappelle plus. Et
Et voilà. Et bien sûr, j'ai oublié aussi une deuxième question. Quel était le jeu le plus attendu pour elle cette année? Donc le jeu qu'elle attend le plus cette année, c'est Far Cry, qui sort le 17 janvier, qui est, euh, qui est game designé par Maxime Rambaud et illustré par Paul Mafayon et édité par Repro Prod. Donc c'est un jeu avec une méchanceté vraiment très forte et c'est un jeu du coup d'ambiance qui a l'originalité d'être aussi un deck building et avec des alliances qui ne tiennent souvent pas et un peu des coups un peu dans le dos. Donc c'est un jeu qu'il faut pas jouer avec tout le monde, je pense, qu'il faut jouer avec des personnes pas trop susceptibles. Mais ça promet des parties un peu épiques et un peu cool. Moi, je ne l'ai pas encore testé. Il est dans ma to-do car je pense que ce jeu, en tout cas en jeu d'ambiance, peut vraiment, vraiment être drôle. Donc on reprend un peu le fil du coup de cette interview. Donc je vous rappelle, on arrive du coup dans la dernière partie qui est un jeu où elle doit choisir 5 jeux à ramener sur une île déserte. Cette île déserte, et je vous le rappelle pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, d'ailleurs je vous remercie parce que les vues sont de plus en plus élevées, les vues, les écoutes sont de plus en plus élevées et je trouve ça cool et ça me pousse à en faire de plus en plus. Du coup dans cette île il y a des personnes qui sont disparues. Pas qu'elle est pas toute seule, il y a d'autres disparus, donc elle peut ramener un peu tous les jeux qu'elle veut. Ouais. Alors, c'est pareil, je vais pas reparler des jeux que j'ai déjà cités parce que sinon, voilà. Je prendrais The Gang. Le fameux. Le fameux The Gang. Pour 2 raisons. Déjà parce qu'il est trop bien, que tu peux y jouer toute la nuit. Et parce qu'en dedans, tu as un jeu de 52 cartes. Et qu'avec un jeu de 52 cartes, tu peux faire plein de jeux. C'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà. Je prendrais Azul. Parce que Azul, c'est Azul en fait. Ça passe avec tout le monde, pareil. Parce que t'en fais pas le tour. Voilà. Alors, j'aurais une préférence en plus pour partir sur le Azul chocolat. Ça, c'est totalement personnel. Parce que c'est un jeu que tu peux jouer dans ton coin, comme c'est un jeu que tu peux jouer pour embêter les autres. Enfin voilà. Donc, toujours Azul. Everdell, qui est, malgré le fait que certains ne l'aiment pas, qu'il est clivant et tout ça, qui est pour moi mon top 1. J'adore Everdell, moi. Donc, Everdell, moi, c'est vraiment le jeu que je peux jouer et rejouer, quoi. Ensuite, tu auras forcément un Stefan Feld. Alors, Oracle de Delphes ou Château de Bourgogne. Mon cœur balance. Les deux sont très bien. Oracle de Delphes... Enfin bref, les deux sont... Je sais pas si tu connais Stefan Feld, mais pour moi, c'est mon auteur... Château de Bourgogne, mais je connais pas le deuxième. C'est le moins connu et un des moins connus de Feld. Et on n'est pas sur de la salade de points comme il fait d'habitude. On est plus sur un jeu de course. Donc voilà. Mais ouais, Château de Bourgogne ou Oracle de Delphes, un des deux. Et Pixies. Moi, j'ai bien aimé Pixies. Je le trouve très chouette. Je l'ai vu, j'avoue, je l'ai pas testé. Parce que j'ai peur d'avoir un peu un like Cadio et j'ai un peu de mal avec les jeux comme ça. Donc... Alors, Pixies, il est très clivant. Il est très clivant, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Pixies, c'est le côté hyper fluide, hyper rapide des parties, la simplicité et en même temps la possibilité de faire plein de choses différentes. Alors, il est évident que si on fait une partie tous les jours pendant 8 mois, il va nous saouler. Mais par contre, pareil, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année. Parce que tu peux... c'est hyper fluide, c'est hyper rapide, c'est très efficace. C'est pas un ski like, on est vraiment le step au-dessus. Je le trouve beaucoup plus intéressant. Après, il y en a qui n'aiment pas et je conçois aussi. Mais à choisir entre Système des Pixies, moi, par exemple, je sais que j'ai une petite préférence pour Pixies. Et puis, t'as le côté boîte. Oui, le petit, un peu comme... Moi, je sais que le jeu petite boîte que j'ai sorti énormément cette année, c'est Odin. Oui, Odin était trop bien, Odin. Je
croyais que Non, c'était Odin, ma il est petite vraiment boîte que j'avais un peu, que je sortais un peu tout le temps, quoi. Et je crois qu'il en reste un dernier. Pixies. Everdell, On a dit Azul, Pixie Shot. The Gang. Après, si je peux avoir un dixième Ah bah. jeu, ce serait Play Another Day, un petit jeu d'ambiance où on va se bouffer. Je trouve que c'est dans la thématique. Sur l'unil, en plus, ça peut être cool. Ok, bon bah cool en tout cas, merci pour ces 45 minutes avec nous, c'était très cool, on a appris plein de choses sur toi, sur le métier de ludicaire et sur ton jeu sticker, et j'espère peut-être te rencontrer dans le monde du jeu, Avec peut-être sur un Grand festival. plaisir, ou si qui tu passes à sait. Nantes, tu hésites pas. En plus, j'ai de la famille à Nantes, donc Voilà. je suis passé plein de fois et peut-être devant la boutique qui sait. Et dernière question, qui est, est-ce que tu penses ou t'espères que Stickers a des possibilités pour l'As d'Or ou non, tu penses pas du tout? Je n'ai pas envie d'y penser. J'ai pas envie. Non, c'est pas que j'y pense pas, c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être déçue. Donc, pour l'instant, non, il n'a aucune chance. Et puis, comme ça, s'il y est, ça sera surprise, quoi. C'est ça. Ok, bon bah cool. Merci beaucoup.